Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Aimé Blancard avait beau être un ancien gardien de la paix à Paris, il put difficilement résister au spectacle. Il fallait en effet avoir le cœur, comme l'on dit, bien accroché, pour passer outre son horreur et s'approcher, comme il le fit, des deux cantonniers qui tentaient de tirer à l'écart des rails, comment dire. Quelque chose, oui, quelque chose qui avait été quelqu'un, qui avait été un être humain. Et trouver ce quelque chose un matin de novembre à 6 heures n'est pas fait pour réjouir le cœur d'un homme, fût-il ancien gardien de la paix. C'est en passant dans sa charrette sur le pont de la vieille route de Senlis à Chantilly qu'Aimé Blancard avait aperçu les deux cantonniers en contrebas sur la voie, se livrant à leur peu agréable besogne. Il avait tout de suite compris et s'était précipité pour les aider. « C'est dur !» articula le cantonnier-chef Constant Gavillon. « Pour être dur ?» fit Aimé Blancard en avalant péniblement sa salive. « Il a souffert !» commenta le cantonnier adjoint Louis-Augustin Doré. « Faut-il être à bout pour en arriver là ?» reprit Blancard. Déjà peu de temps avant, on avait retrouvé un autre désespéré à cet endroit, un joueur décavé venu en finir avec la déveine. « C'était un bourgeois !» fit Doré. Les trois hommes eurent le courage de tourner à nouveau les yeux vers le cadavre. L'habit était fort convenable, en effet, un complet à carreaux de bonne étoffe, une chemise de toile bistre. Les mains n'avaient pas souffert, et manifestement n'étaient pas celles d'un travailleur de force. Mais l'homme lui-même, c'était le visage qui avait les plus profondes blessures, à la tête et au cou. Le nez avait disparu, et la jambe gauche aussi, coupée net, au-dessus de la cheville. « Il a dû se coucher sur le rail et attendre le train, » dit Gavillon. La chose était maintenant à l'écart de la voie dans le fossé. Heureusement, le Beauvais Paris apparut au détour de la voie. Gavillon saisit sa lanterne et l'agita. Du train, on la vit nettement, car le jour se levait à peine. « Qu'est-ce que c'est ?» fit le mécano. Le train, bien lancé, passait à la hauteur du groupe. « Mort ! Cadavre ! Gendarme !» entendit le chauffeur, penché à l'extérieur. Et l'un des trois hommes faisait en criant un geste, la main tenue à plat, passant sur le cou d'une oreille à l'autre. « Je crois qu'ils ont trouvé un macabé, fit Émile, le chauffeur. On va s'arrêter. » Le mécano haussa les épaules et lui fit signe de forcer la chauffe. Il s'arrêta comme prévu, à Ory-la-Ville, et fit un rapport en 1 minute au chef de gare. Moins d'1 heure plus tard, un brigadier à cheval et un ancien dragon à moustache blanche, surnommé le Père Silence pour son verbe rare, arrivaient sur les lieux du drame. Ainsi commençait l'enquête qui allait passionner les lecteurs de gazettes. L'affaire Hippolyte Hoyos. Qui a tué Hippolyte Hoyos? C'est la question que chacun se posa et que vous n'allez pas manquer de poser maintenant, vous, amateurs de dossiers extraordinaires. Aimé Blancard, l'ancien gardien de la paix à Paris, avait un peu l'habitude de ces choses-là. Il fit en sorte que l'on touchât le moins possible au corps et s'opposa à une fouille en attendant l'arrivée des autorités. « Je suis pas tellement d'accord avec vous, dit-il au cantonnier. En y réfléchissant, je suis pas sûr que ce soit un suicide. » Le brigadier à cheval Ponsard et le Père Silence arrivèrent sur ces entrefaits. Aussitôt, pied à terre, ils examinent le cadavre. « Drôle de blessure, fit Ponsard. Je jurerais que c'est une hache plutôt qu'une roue de train qui a fait ce sale boulot. »« Ah ! Qu'est-ce que je vous disais, triomphe Blancard. Ça voudrait dire qu'il n'est pas descendu tout seul de là-haut, fait-il en désignant le pont. »« Montons voir, propose le brigadier. Sur le pont, les choses sont claires. Regardez, du sang sur le parapet, on l'a basculé par-dessus. C'est un crime. À moins, persiste le cantonnier, à moins qu'il ne se soit tranché la gorge avant de sauter. Le Père Silence lui tape sur l'épaule
et sans un mot désigne une traînée rouge sur le sol qui conduit à 10 mètres à une large flaque sombre et épaisse dans laquelle on distingue des traces de pas. Donc on a tué là-bas, traîné le corps que l'on a précipité par-dessus le parapet. L'assassin est ensuite descendu pour disposer sa victime sur la voie. Il a dû être dérangé dans sa mise en scène, dit Ponsard. Il n'a pas eu le temps de faire disparaître les traces sur le pont. Ils redescendent pensifs. C'est sûrement pour qu'on ne reconnaisse pas le bonhomme, dit un cantonnier. Sûrement pas. C'est juste pour faire croire à un suicide. Sans cela, le criminel aurait démarqué les vêtements et vidé les poches. Ce qu'il n'a pas fait, précise le gendarme en se penchant sur la dépouille. L'identification est vite effectuée. Voici ce que l'on trouve dans les poches du beau costume à carreaux. Une facture d'un armurier, Martin, Rambouillet, pour une douzaine de pétards de feu d'artifice. Elle date de 3 mois et est dressée au nom de Monsieur le Comte. Un papier avec une adresse, Gaupillot, Bas-Meudon, Seine-et-Oise. Enfin, une lettre, libellée d'une plume élégante. J'ai la copie de cette lettre sous les yeux, chers amis, je vous la lis. Mon cher fils, j'ai reçu votre dernière lettre ainsi que celle de votre frère Émile. Je comptais aller vous voir tous deux cette semaine, et je vous remettrai moi-même ce que vous m'avez demandé. Je vous télégraphierai avant de prendre le train. En attendant le plaisir de vous voir, je vous embrasse 1000 fois de cœur. En hâte, votre père, H. 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 Ce sont également les initiales qui ornaient la chemise bistre du mort, ainsi que son mouchoir. La lettre était adressée à un certain Émile Hoyos, officier à Bruxelles. On ne trouve par contre pas un centime sur le corps. Enquête auprès du sieur Gaupillot, dont le mort possédait l'adresse. Gaupillot avait négocié la vente de sa ferme un mois auparavant avec un certain Hippolyte Hoyos. H. H. L'armurier Martin répondit quant à lui sans hésiter. « Cette facture ! J'ai vendu moi-même le feu d'artifice au régisseur du comte de Roverolis à Poigny. Son nom, Hoyos. Hippolyte Hoyos. H. H. Monsieur le comte, le fils en Belgique, Émile Hoyos, la victime sauvagement égorgée puis achevée à coups de hachette, était donc Hippolyte Hoyos, H-O-Y-O-S, belge, né une 40aine d'années auparavant dans la province de Mons, engagé comme régisseur par monsieur de Roverolis, comte et ingénieur chimiste, qui possède du terrain et des fermes à Poigny. Très grand, blond, d'un abord sympathique, connaissant très bien les travaux fermiers, il avait progressé rapidement. Mais son caractère difficile et sa tendance à commander ne lui avaient pas fait que des amis. À cela, d'ailleurs, ne l'avait pas aidé sa femme, maigre et sèche, qui ne parlait à personne. Ils avaient 3 enfants de 8 à 2 ans. D'un premier lit, il avait 2 fils, Émile et Honoré, tous 2 militaires en Belgique. À cause de leurs différends assez fréquents sur la marche des fermes, le comte ne lui avait pas renouvelé son contrat. Mais dans le même temps, Hippolyte Hoyos apprit que sa femme faisait un important héritage en Belgique. Il s'installa donc avec sa famille à l'auberge Bonhomme à Poigny et le 30 octobre partit pour Liège afin de régler cette affaire d'héritage. C'est le 3 novembre qu'on retrouva son corps sur la voie ferrée, pas besoin de chercher très loin le mobile, il devait revenir avec une très forte somme d'argent sur lui. C'est le jour même que l'on arrêta un clochard, un certain Étienne Bouillot. Les gendarmes le trouvèrent cassant la croûte sur un talus. Comme il fuyait à leur approche, ils lui mirent la main au collet et constatèrent qu'il avait en poche un mouchoir ensanglanté et que sa veste et son pantalon étaient souillés de la même manière. « J'ai été renversé cette nuit par un attelage et j'ai saigné du nez. » Mais cette explication ne convainquit personne, d'autant moins que l'homme avoua venir de Chantilly et être passé sur le pont tragique dans la nuit même. On tenait donc l'assassin de Hippolyte Hoyos. Vous allez penser, chers amis amateurs de dossiers extraordinaires, que celui-ci est tout à fait banal et qu'il valait mieux passer de la musique plutôt que de raconter le crime d'un cheminot dont l'auteur est arrêté à quelques kilomètres le jour même. Eh bien, cela signifierait que vous oubliez notre affection particulière pour les coups de théâtre. Et ce qui se passa dans l'affaire Hoyos, c'est un vrai coup de théâtre, répondant parfaitement à la règle du genre, avec retournement de situation, nouveau mystère et tout et tout.
Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Revenons maintenant à l'affaire Hippolyte Hoyos. Pour quelle somme, s'il vous plaît, était assuré M. Hoyos? Le grand monsieur distingué s'est adressé discrètement à l'employé du guichet. Nous sommes dans les locaux de la compagnie Le Phénix, et le grand monsieur se montre bien curieux, d'autant plus qu'il est le président du conseil d'administration d'une compagnie rivale. Mais en passant dans le hall, alors qu'il sortait du bureau de son concurrent et ami, le président du Phénix, le baron du Bourdieu a entendu le nom de Hoyos. Celle qui le prononçait est une petite femme maigre et sèche, la femme du défunt. En fait, elle n'est pas vraiment sa femme. Elle se nomme Alphonsine Figue. Et Alphonsine venait toucher le montant de l'assurance sur la vie de Hoyos. En entendant la somme, le baron conseille « Différer le paiement. Il y a quelque chose là-dessous. » Oui, il y avait quelque chose. 3 mois plus tôt, la compagnie concurrente dirigée par le baron avait reçu une demande de contrat du même Hippolyte Hoyos. Cette demande était introduite par un assureur du nom de Huette. Or, déclare le baron au juge Auburtin qui instruit l'affaire Hoyos, or, je suis moi-même originaire de la région où était censé résider ce Huette, et je sais pertinemment qu'il n'a jamais existé. J'ai donc refusé le contrat parce que je connais ce genre d'escroquerie depuis longtemps. Mais où est l'escroquerie, monsieur le baron? C'est très simple. Il faut savoir que nous avons coutume de rémunérer nos courtiers en leur abandonnant la première année de prime. Il suffit donc de créer un assureur fantôme pour gagner les versements d'1 an. Le juge Auburtin réfléchit très vite et fait demander en Belgique une photographie du sieur Hoyos. Puis, il ordonne une exhumation du corps. La funèbre cérémonie a lieu en présence de nombreux témoins qui ont connu Hoyos. On ouvre le cercueil et ce n'est qu'un cri. Ce n'est pas Hoyos! Non! Ce n'est pas Hoyos qui est enterré à Chantilly! Mais c'est Baron! C'est Baron! Un vacher de Poigny reconnaît formellement le corps mutilé. C'est Louis Baron! Belge également, 52 ans. Un garçon de ferme, au service de Hoyos. Alors, où était Hoyos, le vrai? Il fut arrêté assez facilement à Valenciennes, où il vivait sous le nom de Baron. Pourquoi pas, me direz-vous? Mais il avait lu dans les journaux que l'identité du mort de Chantilly était mise en doute. Alors, savez-vous ce qu'il avait imaginé? Eh bien, on trouva sur lui le brouillon d'une lettre. Cette lettre était adressée au juge Auburtin et disait ceci. « Mais non, je ne suis pas le mort de Chantilly. Je suis bien en vie. Et je n'ai nul désir de quitter ce monde. J'habite Valenciennes, et si vous avez besoin de quelques renseignements, je me tiens à votre disposition au premier appel. » Ainsi, pensait-il pouvoir dire le cas échéant, « Vous voyez, j'ai la conscience tranquille, je ne me cachais pas. » Seulement, au même moment, on arrêtait Alphonsine Figue, sa concubine, et elle aussi portait sur elle un brouillon de lettre, destiné à une tenancière de la pension de Poigny. Dans cette lettre, elle s'inquiète. Je dois vous lire ce texte en entier pour que vous compreniez l'importance du raisonnement machiavélique qu'il révèle. « Ma chère et bonne dame, veuillez, je vous en supplie, avoir l'extrême obligeance de me dire si Hippolyte est toujours chez vous. Il m'a quitté vendredi vers 1h pour se rendre samedi après-midi à Rambouillet et venir me rejoindre lundi. Et je ne le vois pas, ni ne reçois aucune nouvelle de lui. Comme il est très hardi pour voyager le soir, qu'il avait une somme assez forte sur lui, je suis dans des transes mortelles, redoutant un malheur, car ordinairement, il est exact à m'écrire. » Voilà donc le texte de la lettre que l'on retrouva sur Alphonsine. Le malheur, c'est que le brouillon était de la main même de Hoyos, ce qui dévoile toute la machination. L'assassin était donc confondu. D'autant plus que l'on entendit un nommé Léon Maufort cocher à Poigny. Le 25 du mois d'octobre, je passais sur le pont de la vieille route de Senlis. Ce monsieur regardait avec tellement d'attention la voie en dessous de lui, que j'ai bien cru qu'il voulait sauter. Alors je me suis approché, et dès qu'il m'a vu, il s'est sauvé en courant. Mais je le reconnais bien. Ah, c'est lui, pas de doute. Henri Arsène Olivier, charron à Rambouillet, témoigne aussi. Cet homme-là est venu me voir pour que je lui arrange une hachette. Il m'a demandé d'aiguiser le tranchant et tant que j'y étais de raccourcir le manche de 5 cm pour qu'elle soit plus maniable.
Je l'avais jamais vu avant, je l'ai jamais revu après. Seriez-vous capable de refaire un outil exactement semblable? Pour sûr, je l'ai encore bien dans la tête. Et Olivier reconstitue aussi exactement qu'il le peut la hachette. Elle rentre tout juste dans la vaste poche du manteau de Hoyos. Va-t-il s'avouer vaincu? Pas du tout, il proteste. Je jure que je ne suis jamais allé à Chantilly, je n'y connais personne. Le juge ordonne une seconde exhumation du corps de Baron. On conduit Hoyos à Chantilly. Devant le cadavre, il se cache le visage dans les mains. Mais après cette scène pénible, on l'oblige à traverser la ville à visage découvert. Alors plusieurs personnes reconnaissent en lui Antoine Luc. C'est sous cette identité qu'il avait autrefois été au service d'un propriétaire du pays. Mais Hoyos tient tête aux enquêteurs, et souvent avec un aplomb qui convaincrait tout le monde, s'il n'y avait pas des témoignages accablants par ailleurs. Et il va falloir beaucoup de patience pour découvrir dans le passé de Hippolyte Hoyos une série de forfaits qui laissent rêveur, et pour comprendre bien sûr son plan. Fils d'un fermier très honorable, il était devenu un dévoyé au hasard de ses mauvaises fréquentations, et il avait épousé une certaine Florence Anatolie Leleup. Dès le mois suivant leur mariage, il suggéra à sa femme de contracter une assurance sur la vie. Il en avait souscrit lui-même une, affirmait-il, dans une compagnie française. Il la ferait mettre au nom de sa jeune femme dès qu'il aurait l'occasion d'aller à Paris. Florence Anatolie signa, et 2 mois et demi plus tard, dans l'étable, elle était en train de soigner une vache. C'est alors que Hoyos passa, conduisant à l'abri d'un jeune cheval qu'il venait d'acquérir. La bête était sûrement vicieuse, puisqu'elle lança une ruade qui tua la jeune femme d'un coup en plein front. Le médecin délivra le permis d'inhumer, après avoir constaté le décès par fracture du crâne et la marque du fer à cheval au milieu du front. Mais, voyez, chers amis, comme les gens sont méchants. Voilà que de vilains rapporteurs envoyèrent à l'assurance 2 lettres anonymes, et que disaient-elles? On aurait vu, la veille de l'accident, Hoyos en train de clouer un fer à cheval sur un maillet. Un fer à cheval sur un maillet. Oh, les gens sont méchants. D'autant plus que, vérification opérée, Hoyos avait acheté ce jour-là un fer à la forge. Mais c'est naturel, protesta-t-il. Nous possédons 2 chevaux. Oui, bien sûr, naturel. Tout aussi naturel que les coliques violentes dont s'était plainte la malheureuse à des voisins. Une rapide tournée dans les 2 pharmacies de Mons révéla que Hoyos y avait acheté de la poudre d'arsenic. C'est pour le jardinage, monsieur le juge. Mais, comme on n'avait rien pu prouver formellement, il obtint le non-lieu et l'assurance dut payer. Hoyos s'était ensuite remarié. Cette fois, il traita si durement son épouse qu'elle obtint la séparation avec une condamnation à 2 mois de prison de son mari. Puis, presque aussitôt, une autre condamnation à 3 ans et demi, mais cette fois pour une fausse police d'assurance sur une compagnie belge. Un magistrat belge est assassiné, Hoyos est inculpé, puis relâché. Ah, j'allais oublier. Avant que sa femme n'obtienne la séparation, il avait proposé au père de son épouse d'assassiner un de ses parents riches pour qu'il puisse hériter. Le beau papa ayant refusé, Hoyos tente de le supprimer en le poussant hors d'une voiture roulant à grande allure. Puis, il était arrivé en France, où il vivait avec la fameuse Alphonsine Figue. C'est en France qu'il avait concocté l'opération de sa propre disparition. D'abord, il s'assure, et dans plusieurs compagnies, mais uniquement sur la vie. Il veut exclure le risque accident. « Pourquoi? Quelle idée ?» dit un courtier. « Non, je suis persuadé, j'ai le pressentiment que je mourrai de mort violente. » Il dépose son testament chez un notaire de Rambouillet, il y désigne comme légataires ses 2 grands-fils militaires et Alphonsine Figue. Seulement, il n'a pas du tout l'intention de mettre fin à ses jours. Et comme il faut un cadavre pour que les assurances paient, ce cadavre, il va se le préparer minutieusement. Selon un plan réglé, il va le faire venir de Belgique. Mais vivant, bien sûr. Il s'agit de Louis Baron, un pauvre garçon de 52 ans qui vit séparé de sa femme et qui a le corps et l'esprit en assez piteux état. Il lui fait faire à la ferme des petits travaux mineurs. En somme, il se garde son futur cadavre sous la main. Il a recommandé aux malheureux de ne parler à personne, en Belgique, de sa destination, soi-disant pour ne pas faire de jaloux. En réalité, il coupe ainsi les pistes dans ce sens. Et dans les jours qui précèdent le crime, il les coupe dans l'autre sens, en répandant le bruit du retour de Baron en Belgique. Pendant ce temps, il installe sa future victime dans un hôtel de Rambouillet. Et le scénario se déroule inéluctablement.
24 octobre. Il retient une chambre à Paris, dans un hôtel rue du Départ, près de la gare du Nord, pour baron. 30 octobre. Hoyos et sa famille viennent loger dans un meublé voisin. 31 octobre. Il donne à baron des vêtements à lui pour qu'il soit correct, car il veut le présenter à de nouveaux patrons. 2 novembre. Alphonsine Figue et ses enfants prennent le train pour Valenciennes. Ce même soir, baron et Hoyos montent dans un wagon et arrivent à Chantilly. Imaginez-les, chers amis. Les deux hommes, deux silhouettes, marchant côte à côte. Il fait sombre, il pleut. Hoyos a-t-il le courage de parler, de plaisanter avec celui qu'il conduit à la mort? Ils arrivent sur le pont de la vieille route de Senlis. Personne en vue. Hoyos laisse prendre quelques pas d'avance à baron. Il sort la hachette raccourcie de la poche de son manteau et il frappe. Il frappe violemment, avec méthode. Baron ne lui ressemble pas vraiment. Il est blond, aux yeux bleus comme lui, mais il a une fracture de la cheville gauche, très caractéristique. Et surtout, son nez est surmonté d'une bosse proéminente. Hoyos frappe, il coupe la jambe, tranche le nez, taille de la tête. Et puis, il bascule le corps par-dessus la balustrade et va le disposer sur la voie pour que le train ne puisse manquer de l'écraser. Pourquoi ne termine-t-il pas son œuvre en allant faire disparaître les traces de l'accomplissement de son forfait sur le pont? On ne le saura pas exactement. Hoyos n'avoua jamais. Il se débattit et jura son innocence sur ce qu'il avait de plus cher. Mais sans doute, les preuves étaient-elles trop nettes, puisque dans le palais de justice de Beauvais où il comparut, les jurés se retirèrent de la salle et on les vit avec surprise réapparaître quelques secondes après. On crut qu'ils avaient oublié quelque chose. Mais non, ils n'avaient eu besoin que d'un instant pour écrire sur un papier leur verdict, la mort. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Que mon sang retombe sur mon beau-père parjure et sur tous ceux qui ont trompé le jury. Hoyos refusait toujours l'aveu. Mais à l'heure de son exécution, savez-vous ce qu'il murmura? Qu'il se repentait. À votre avis, chers amis, est-ce un aveu ou une simple formule? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.